je vous propose de commencer en fait tout doucement pour donner aussi quand même la possibilité à des autres personnes de se connecter. Comme Sabrina disait, déjà merci beaucoup d'être connecté. En fait, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Notre idée, c'est vraiment de vous communiquer un peu et vous expliquer cet soutien qu'on offre avec le PEPR biothérapie et bioproduction, donc PEPR BBTI. Et en fait, pour pouvoir préparer des dossiers, des projets à soumettre à des appels européens. Donc, on va dérouler de la façon suivante. Moi, je vais faire vraiment une présentation très rapide qui concerne surtout les critères d'éligibilité pour obtenir ce soutien. Aussi, la procédure, un peu la procédure de candidature que nous, on va évaluer au niveau du comité de gouvernance et vous allez voir aussi des experts externes étrangers, en fait, par rapport les projets. Et après, par contre, l'idée, c'est de donner la parole avant à Aude de la cellule Europe de l'INSERM pour vous faire un retour sur les appels qu'on a identifiés qui sont peut-être intéressants, qui vont venir dans les prochains 12 mois, on dirait. Et aussi, après, la parole à Mirelle. De la société ABGI, qui est la société qui va en fait vous accompagner si vous voulez profiter de ce soutien et et votre candidature est acceptée pour donner l'idée de en fait, la méthodologie en fait, et le support qui est offert. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Et bien entendu, on va essayer de ne pas prendre trop le créneau pour pouvoir après avoir aussi une session de questions-réponses. Peut-être je vous propose comme Sabrina disait, écrivez les questions dans le chat et on va prendre les questions-réponses peut-être à la fin parce qu'il y a peut-être des points qui vont être clarifiés à fur et à mesure dans les différents slides. Voilà, OK, on y va. Déjà, comme vous avez, juste pour encadrer un peu, le comité de gouvernance du PEPR BBTI a comme objectif, entre ses objectifs, c'est aussi de soutenir la communauté et les projets, l'exploitation derrière les résultats qui vont être obtenus par le projet que le programme finance. Donc, il y a pas mal de mécanismes de soutien. On a des mécanismes pour soutenir, par exemple, l'accès à certaines formations, la participation à des événements, etc., etc. Pour faire de la sponsorship d'événements aussi. Bon, pour tout ça, on va avoir des autres communications dédiées, juste pour savoir que ça existe. Et par contre, aujourd'hui, on va vraiment parler du support à l'écriture à des projets européens qui puissent être la suite, l'exploitation de votre projet à vous qui ont été financés par le programme. En tout cas, là sur les slides, vous allez trouver toujours cet email équipe@POPR pour toutes les questions que vous avez pour le comité de gouvernance. Vous pouvez nous écrire en tout moment. Et voilà. Donc, alors, quel est le contexte? Donc, vraiment, l'idée, c'est un des scopes du programme de gouvernance, c'est vraiment de soutenir et supporter en fait la visibilité, mais je dirais aussi les résultats obtenus par les institutions publiques qui ont été financées par le programme. Le programme, c'est un programme français, mais on veut vraiment vous pousser à l'Europe. Et donc, vis-à-vis de ça, le programme de gouvernance a un budget pour payer, en fait, dans ce cas-là en particulier, la société ABGI, pour pouvoir vous accompagner dans toutes les étapes de création de votre proposal jusqu'à la soumission du proposal, en fait, à la communauté européenne. Et bon, ça va être détaillé beaucoup plus tard dans la présentation d'Aude. On peut parler de différents types d'appels, vraiment différents et variés, selon en fait le proposal, le projet que vous avez éventuellement à proposer. Ça peut être des appels qui vont dans le cadre de le cluster santé d'Horizon Europe, par exemple. Ça peut être des Marie Curie, en fait, des Doctoral Network. Ça peut être des IRC, par exemple, le Synergy Grant et pas tous les IRC, le EIC, le Innovation Health Initiative également,
ou des appels qui vont venir dans le nouveau programme. Ça, c'est un support qui va commencer maintenant jusqu'à la fin du PEPR, jusqu'au 2030. Donc, on n'a pas l'idée de qu'est-ce que ça va arriver après 2028. Donc, voilà, mais l'idée, c'est de vous soutenir aussi après. Et sur des projets qui soient des projets, en tout cas, collaboratifs. C'est pour ça aussi qu'on sélectionne certains types d'IRC, mais pas tous. Bon, on va voir beaucoup plus des informations sur les appels à venir bientôt. Donc, vraiment, l'idée, là, très bref aussi, Mireille va vous présenter ça beaucoup plus en détail. C'est de vous aider déjà à réfléchir, à bien constituer le proposal en termes de scientifique, en termes de consortium. Euh, et l'implémentation aussi derrière, donc, mais de l'écrire, écrire la partie scientifique et en fait vous aider à bien l'écrire selon les critères que l'Europe et les reviewers vont s'attendre d'avoir et aussi de vous aider avec la partie administrative qui vient derrière et qui est bien entendu un peu différente selon les types d'appels. Après, je pense que Mireille va vous parler de ça beaucoup plus que moi. Donc, mais il y a les trois. En fait, donc c'est vraiment un package complet, si vous voulez, et donc une très belle opportunité. Euh, Critères d'éligibilité, ça c'est important. Donc, nous, on a décidé en fait, dans les critères d'éligibilité, donc, pour que vous puissiez être éligible, il faut que le projet en question, soit le proposal en question, soit coordonné, pas des partenaires, mais être le coordinateur. Il faut que le coordinateur soit une institution publique française qui a déjà reçu en fait, en subvention POPR. Alors, pas comme coordinateur dans le cas du POPR, donc ça peut être un partenaire d'un projet POPR. Il ne faut pas que ça vienne du coordinateur dans des projets financés par le POPR. Par contre, on accepte que de subventionner des projets qui sont coordonnés à niveau. Le projet européen doit être coordonné par quelqu'un qui est dans le programme. Ça, c'est important. Et bien entendu, il faut que le sujet du projet soit bien aligné avec les piliers de la recherche que vous faites dans le programme PEPR BBTI. Donc, idéalement, on s'imagine qu'il puisse être la suite pour continuer, par exemple, le développement et monter en maturité sur un médicament, un produit, une méthode de bioproduction, quoi que ce soit, que vous avez développé dans le cadre du programme. Ça peut être un petit spin-off parce que vous avez trouvé aussi une autre information intéressante, mais qui par contre, vous ne pouvez pas développer dans le projet. Mais il faut trouver, expliquer un lien avec votre projet en fait, financé dans le cadre du PEPR. Donc ça, c'est vraiment les deux critères d'éligibilité pour pouvoir postuler pour cette aide. Voilà, et comment ça va marcher? Donc, il y a une première étape avant de pouvoir donner en fait accès à cette support d'écriture de proposal. Il faudra envoyer une petite candidature. C'est pas quelque chose de très très long, mais en fait, comme sur les autres soutiens du programme, en fait, il y a une plateforme EVA. Là, vous avez le lien qui en fait est mis à disposition par l'INSERM. Et un truc important, là, on part quand même du proposal qui sont en tout cas un peu longues à préparer. Ça dépend de quel type d'appel, encore une fois, mais on s'imagine qu'il faut minimum 3 mois pour bien faire les choses. Et nous, on a besoin quand même d'avoir une évaluation de votre candidature parce qu'en fait, bon, c'est quand même un soutien économique important. Et donc, ils vont vous demander de postuler au plus tard 4 mois avant la deadline, l'échéance du dépôt du projet en question. Et voilà, le processus pour envoyer une candidature, c'est pas compliqué. Il faut donner quelques détails, un titre indicatif, quelques mots-clés, quel appel, bien entendu, donner un abstract, mais quelque chose de court, et après donner une idée du consortium qui vous avez en fait déjà un peu à laquelle vous avez réfléchi. Bien entendu, il ne faut pas que le consortium soit ciblé 100%. Par contre, si c'est un projet qui implique, je ne sais pas, des industriels, il faut moins que les partenaires clés soient identifiés. Même chose, en fait, selon le type d'appel, on vous quand même, pour bien vous évaluer, on doit quand même comprendre que vous avez bien ciblé l'appel et que au minimum, votre idée tient.
Donc, en fait, on ne s'attend pas le consortium 100%, mais quand même, il ne faut pas qu'il soit que le coordinateur qui vienne vers nous. Oh, j'ai une idée, je veux faire ça, je veux l'argent. Il faudrait quand même qu'il soit un tout petit peu plus développé que ça. Et après, on demande en lettre de motivation, là aussi en page 2, on n'a pas donné en limite, mais ça doit être quelque chose de très court, où vous pouvez nous expliquer un peu les objectifs scientifiques que vous voyez derrière et pourquoi c'est en fait c'est excellent, quel impact peut avoir. Bon, bref, je répète, ça doit être simple, donc on reste sur quelque chose de très court, mais que ça nous permet quand même d'évaluer un tout petit peu l'excellence scientifique, l'impact éventuel, voilà, et un CV éventuellement du coordinateur. Donc, ce n'est pas une application très lourde. Et nous, on va après mettre en place un processus d'évaluation des candidatures. Vu que c'est des sommes d'argent qui sont en fait entre le 10, 15, 30 000 euros, et ça, c'est le seul support en fait proposé par le POPR où on veut avoir aussi une évaluation de minimum un ou deux membres experts d'un jury qui n'est pas dans le comité de gouvernance. Donc, pour ça, on a besoin de quelques semaines, pas énormément, mais c'est pour ça qu'on vous demande de postuler 4 mois à l'avance. Et après, en fait, nous, on va limiter l'évaluation à 2-3 semaines sans être trop longue. Et donc, idéalement, on va bien entendu voir l'éligibilité avec les deux critères que je viens de donner tout à l'heure, l'excellence scientifique, l'impact, pour qu'on peut avoir avec un proposal qui ne s'est pas encore complètement abouti, mais quand même avec une idée derrière encore une fois, qui doit tenir la route, et avec la pertinence, avec les piliers scientifiques du projet, bien entendu. Et l'autre chose, il faut quand même comprendre que vous avez bien ciblé l'appel, donc que en fait, le niveau du TRL, le type de consortium, etc., soit quand même adapté à l'appel que vous avez choisi, parce qu'en fait, ça peut être différent selon le type d'appel que vous pouvez choisir. Voilà. Et donc, maximum ou plus tard, 3 mois avant l'échéance, on va vous mettre en contact avec les experts d'ABGI pour lancer le soutien, qui va être payé 100% par le CEA, par le comité de gouvernance et donc par la gouvernance du programme. Le budget qu'on a au total, c'est à peu près 400 000 euros. Until le 2030. Donc, on imagine entre 10 et 15 projets à peu près. Après, ça dépend de quel type d'appel, encore une fois. Donc, en fait, on se dit à peu près ça, c'est le range de projets qui ont pu financer. Donc, on va financer, on va dire, on a décidé aussi de mettre une autre limite, on va financer un seul proposal per appel. On ne veut pas avoir en compétition entre plusieurs proposals qui sont proposés par nous-mêmes, par le programme. Voilà. Donc ça signifie que, bon, ça, c'est pas écrit là, mais que sur certains appels, en fait, on va commencer l'évaluation vraiment 4 mois avant l'échéance, qu'on va vous donner la possibilité de postuler, mais on va mettre en limite et après, on évalue toutes les candidatures si on est à plusieurs sur le même appel. L'autre chose, désolé, c'est pas écrit là, j'ai pas pris la dernière version du slide, mais c'est qu'on a décidé aussi de limiter à le même coordinateur, la même équipe, on va dire, pas le même institut, mais au moins la même équipe, peut bénéficier de cette option maximum une fois par an. On n'a pas décidé de limiter en disant que la même équipe ne peut pas l'avoir 2 fois dans toute la longueur du programme, mais maximum une fois par an, pour quand même donner la possibilité à plusieurs équipes. Et voilà, là, j'arrête là, c'est vraiment juste la fin pour vous remontrer un peu le processus. Donc, pour récapituler, si vous êtes intéressé, vous identifiez l'appel, vous commencez à réfléchir aux objectifs, au consortium, etc. Vous nous envoyez en candidature à travers la plateforme EVA ou plus tard 4 mois avant la deadline. Nous, on va l'évaluer, nous et des experts extérieurs qui soutiennent le programme, mais qui ne sont pas partie du programme de gouvernance. Et après, on va vous mettre en contact avec ABGI et Mirel va vous présenter la méthodologie en fait qu'ils vont proposer. Et voilà. Et après, vous allez soumettre votre projet. Donc, c'est tout pour moi. Je propose éventuellement, s'il y a des questions, de les poser à la fin. Et peut-être, j'arrête de partager mon écran et je donne la parole à Aude.
pour la suite. Merci beaucoup, Fanny. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, que vous me voyez bien? Alors, on t'entend bien et on voit ton écran, c'est bon. Parfait, merci de la confirmation. Merci aux collègues du PEPR Biothérapie pour l'invitation. Ravie d'être parmi vous cet après-midi. Donc, je me présente, je suis Aude Rimbaud, je travaille au sein de la cellule Europe du siège de l'INSERM. Et l'objectif de ma présentation va être de vous présenter nos missions, mais surtout de mettre l'accent sur les futurs appels à projets qui pourraient vous intéresser, que ce soit des appels à projets européens, individuels ou collaboratifs. Donc à l'écran, vous voyez notre équipe côté cellule Europe de l'INSERM, donc dirigée par Monsieur Guillaume Fuzet. Et chaque collègue au sein de l'équipe a une expertise par rapport à un guichet de financement européen spécifique. Donc pour ma part, je suis plus spécifiquement donc, les appels collaboratifs et thématiques du cluster santé et du partenariat IHI que je vais vous présenter dans un instant. Donc si au sein du PEPR Biothérapie, il y a des équipes INSERM qui ont des questions, qui veulent réfléchir à une idée de projet, etc., je vous invite à nous écrire. On a une adresse commune, cellule.europe@interm.fr, et puis on pourra ensuite travailler ensemble. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'être présent à la fois sur le volet incitation, mais aussi en phase de pré-montage, montage de projets. On a l'habitude de relire aussi des propositions et puis notamment de vous accompagner pour l'épreuve orale lors de l'ERC et d'effectuer également des mises en relation entre candidats au sein des différentes équipes internes au regard de la grande diversité de l'organisme. Pour peut-être juste petite parenthèse pour les équipes INSERM souhaitant coordonner un projet européen collaboratif, sachez que vous pouvez aussi bénéficier de l'accompagnement de notre filiale INSERM Transfer. Donc l'idée, c'est que l'aide via ABJ soit aussi complémentaire à cette offre-là. Et dans ce cas de figure, si vous bénéficiez de l'aide au montage avec INSERM Transfer, les frais relatifs au montage du projet sont pris en charge par mon service. Donc, en ce qui concerne la diversité des instruments proposés dans le cadre du programme Horizon Europe, donc qui court, comme tu l'as dit Sabrina, donc jusqu'en 2027, sont vraiment multiples. C'est parfois compliqué pour vous de vous repérer dans cet environnement. Donc sur cette slide, vous voyez un petit peu la philosophie de chaque instrument de financement européen, que ce soit des appels à projets qui visent à financer des projets individuels ou collaboratifs. Donc du côté des projets individuels, on va évidemment retrouver donc les ERC qui visent vraiment à financer des projets exploratoires de recherche fondamentale. Donc on est vraiment sur un niveau de TRL qui est très bas, autour vraiment d'un projet d'excellence scientifique de votre choix au regard de votre expertise et de votre parcours. Et on a également d'autres projets individuels qui peuvent être financés dans le cadre des actions Marie Sklodowska-Curie, que ça soit notamment à travers les postdoctorales fellowship, donc qui visent vraiment à la fois à développer un projet de recherche pour permettre d'acquérir des nouvelles compétences en effectuant une mobilité en Europe ou à l'international, et puis en parallèle de recruter un postdoc pour justement développer ce projet de recherche. En parallèle, et c'est surtout aussi là, sur ces appels-là qu'on mettra l'accent aujourd'hui, la Commission européenne finance de nombreux projets européens collaboratifs de recherche. Donc, dans le cadre notamment des Marie Curie, je vais vous présenter le calendrier pour les doctoral networks qui peuvent justement bénéficier de l'accompagnement dont Fanny vous présentait à l'instant. Et puis les clusters santé et le lycée Pathfinder. Donc, en ce qui concerne l'ERC, nous aurons connaissance du prochain programme de travail 2027 en juillet. Donc, pas de panique si à l'écran les dates ne sont pas actualisées, c'est juste que c'est un calendrier en fait qui court d'année en année. Donc, globalement, les mêmes deadlines qui étaient fixés en 2025 ou 2026 vont courir pour l'année à venir. Et vous pouvez en tout cas retrouver le changement par rapport au niveau d'éligibilité, en tout cas de la fenêtre d'éligibilité si vous souhaitez candidater à un ERC, que ce soit un starting consolidator, advance et surtout synergie dans le cadre de l'accompagnement proposé par le PEPR. Donc le synergie qui vise vraiment à financer un petit consortium, donc 2 à 4 PI avec la possibilité d'inclure un PI hors Europe pour un projet financé donc à hauteur de 10 millions d'euros sur 6 ans. Et vraiment, il s'agit, et c'est parfois tout ça le challenge, c'est vraiment de démontrer la synergie entre les PI pour répondre à une question donc, de recherche exploratoire fondamentale.
Donc tout domaine sont concernés. Il s'agit d'appels qui sont blancs et l'ERC vraiment couvre l'ensemble des stades de la carrière des chercheurs. Donc en fonction de votre niveau de carrière, vous pouvez éventuellement être intéressé et en cas de question ou pour discuter de façon plus approfondie sur des pistes, n'hésitez pas à revenir vers nous à l'issue du webinaire. En ce qui concerne donc les appels Marie Sklodowska-Curie, les Doctoral Network, donc là vraiment la logique est très différente puisque là aussi il s'agit d'un appel à projet qui est blanc et qui vise vraiment à financer un consortium qui soit interdisciplinaire, intersectoriel, dans lequel on va retrouver des collègues universitaires, des organismes de recherche, voire parfois des acteurs du monde socio-économique et même des entreprises qui vont se rassembler pour mener à la fois un projet de recherche commun et en même temps proposer un programme de formation sur un sujet de recherche de leur choix. Et ce programme de formation, il sera à destination donc, de doctorants qui vont être recrutés dans le cadre du projet. Donc, il existe plusieurs mécanismes de doctoral network dans le cadre des actions Marie Sklodowska-Curie. On va avoir notamment celui où, en tout cas côté INSERM, on répond le plus, ce sont les doctoral network réguliers, donc qui visent vraiment à recruter des doctorants qui vont être inscrits dans un programme doctoral bien défini. On a également les industrial doctoral, donc là c'est exactement la même chose, mais en rajoutant un minimum de 50% du temps de travail passé dans le secteur non académique. Et puis pour les joint doctorate, donc comme le nom l'indique, il s'agit de recruter des doctorants et de proposer un programme doctoral surtout qui visera l'obtention pour chaque doctorant donc d'un double diplôme, voire un diplôme double ou conjoint en fonction des spécificités du consortium. À l'écran, vous voyez donc la durée de vie donc, de chaque projet, puis la taille du réseau attendu. Et en bas de la slide, donc, vous voyez notamment qu'il s'agit d'un appel blanc qui apparaît une fois par an de façon cyclique et je vous ai remis la date donc, pour la prochaine deadline pour les DN. Donc l'appel est déjà ouvert et se clôturera le 24 novembre prochain. Donc, la compétition est de plus en plus rude sur ce type d'appel étant donné son caractère blanc. Donc vraiment, ne partez pas bille en tête et faites-vous accompagner, que ce soit par vos cellules Europe ou dans le cadre de l'aide proposée par le PEPR. Donc vraiment, le financement permettra vraiment surtout d'assurer la rémunération du doctorant et de lui fournir des indemnités spécifiques, d'assurer les coûts de fonctionnement, de management et évidemment les coûts indirects. Il y a quelques règles d'éligibilité au regard des doctorants. Notamment, les doctorants doivent être non titulaires d'un doctorat au moment du recrutement et être inscrits dans une école doctorale. Et ils ne doivent pas avoir fait plus de 12 mois au cours des 3 dernières années dans le pays du bénéficiaire à partir donc, du premier jour du recrutement. Mais là encore, en fonction des cas spécifiques, revenez vers nous et puis on pourra répondre à vos questions au regard du projet que vous pouvez avoir. Il y a également une restriction de resoumission, c'est-à-dire que si vous avez obtenu moins de 80% sur un précédent dépôt Marie Sklodowska-Curie Action Doctoral Network, ça ne sera pas possible en fait de redéposer un nouveau projet l'année suivante, en tout cas un projet se basant sur un projet de recherche et de formation similaire. Donc vraiment l'importance de soigner votre candidature pour optimiser les chances de succès. En ce qui concerne, donc si on continue notre petit tour d'horizon des appels à projets, et je suis plus familière de cet instrument, donc ce sont les appels du cluster santé, qui là aussi répondent à une philosophie très différente, puisque la Commission européenne, via les appels cluster santé, vise à financer des projets collaboratifs et thématiques qui figurent dans un programme de travail biannuel. Donc là, on a eu connaissance il y a 2 ans du programme de travail 26-27 qui contient une trentaine d'appels à projets et qui vont refléter, in fine, via l'impact des projets, les priorités à la fois politiques et stratégiques de la Commission européenne, donc en matière de santé et notamment en s'intéressant aux enjeux liés au European Health Data Space ou à la stratégie européenne en matière de santé. Donc contrairement aux appels ERC ou Marie Curie qui sont blancs, la difficulté ou l'avantage des appels cluster santé, c'est qu'ils sont fléchés d'un point de vue thématique. Donc c'est vraiment important d'analyser l'appel à projet pour vérifier que votre projet, votre expertise rentre bien dans le scope des attendus de la Commission européenne.
Donc là, on est dans le cadre donc, de projets collaboratifs. Il s'agira donc de réunir un consortium composé en moyenne de 7 à 13 partenaires. On est plutôt sur des consortiums assez conséquents. Qui mèneront donc un projet de recherche multidisciplinaire, collaboratif, mais un projet de recherche qui devrait avoir un impact, donc que ce soit un impact à la fois sociétal au bénéfice des patients, voire économique sur les systèmes de santé en fonction des attendus du call. Donc en tant que PI, vous pouvez être impliqué en tant que coordinateur et ce sera en tant que coordinateur que vous pourrez bénéficier de l'aide justement de cabinet si une ligne vous intéresse. Et la règle, c'est que le consortium soit composé d'au moins 3 entités légales, donc que ce soit des organismes de recherche, universités, associations de patients, même agences réglementaires ou PME qui sont éligibles au call, issus d'au moins 3 États membres ou certains pays ayant signé un accord d'association avec la Commission européenne, et c'est le cas par exemple de la Suisse, du Royaume-Uni, du Canada, dans le cadre du cluster santé. Donc vraiment réfléchissez en termes d'expertise à inclure au sein des partenaires européens avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Donc à l'écran, vous allez voir les futures lignes qui peuvent vous intéresser dans le cadre du PPR biothérapie. On a des lignes qui sont quand même assez avancées sur l'échelle des TRL, parfois très cliniques. Notamment, c'est le cas de la première, donc Innovative Healthcare Interventions for Non-Communicable Disease. Donc à chaque fois, la commission indique s'il s'agit d'un appel en une ou deux étapes et la deadline et le nombre de projets qu'elle prévoit de financer avec un budget indicatif. Là encore, c'est vraiment un budget indicatif, donc si nécessaire, possibilité de demander plus. On a vu le cas là, ces derniers temps où parfois on a pu demander 1 million, 2 millions de plus et ça a été accordé si c'était bien justifié dans la proposal. Donc là, le premier, il vise vraiment, et le cœur du financement va plutôt viser à la réalisation d'un essai clinique, voire d'une intervention pharmaco de phase 1, phase 2, afin de valider des interventions soit nouvelles ou redéfinies, en utilisant notamment des techniques d'IA, voire des outils de Virtual Human Twins pour aider justement à la mise en œuvre et au suivi de l'intervention sur le long terme. Attention, ce qui est ambitieux, c'est ce qui est demandé, c'est que la recherche préclinique ait été faite et que vous soyez en capacité de fournir le protocole du draft relatif à l'essai clinique au moment de la soumission, donc pour le 17 février de l'année prochaine. Là aussi, la commission indique qu'il s'agira de proposer un projet en lien avec les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques ou rénales, chronique respiratoire et ou le diabète. Donc vraiment important de prendre en compte ces restrictions. Et si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien à chaque fois de chaque call. Et puis contactez-nous à l'issue du webinaire si une ligne vous intéresse de façon plus spécifique. On a également une ligne donc en lien avec le développement notamment de candidats anticorps monoclonaux qui soient prophylactiques et thérapeutiques résistants, notamment en lien avec les flavivirus. Donc la Commission européenne liste notamment justement une série de virus qui peuvent être concernés par cette ligne. Là aussi, quand même assez avancé parce qu'il s'agit de travailler, de proposer un projet en lien avec la finalisation des caractérisations in vitro des candidats, donc anticorps monoclonaux, aller notamment jusqu'à des tests in vivo sur au moins un animal et pour finir sur un First in Human Clinical Safety Studies. Donc c'est quand même aussi assez ambitieux autour de 4 projets financés à 9 à 10 millions d'euros. On a exactement la même ligne, mais cette fois-ci sur d'autres virus, notamment les Phyllophenois picorna togaviridae, donc avec d'autres virus qui figurent ici à droite. On a également une ligne qui vise plutôt le développement d'antimicrobiens innovants pour lutter contre justement les agents pathogènes critiques résistants aux antimicrobiens. Et cette fois-ci, donc 5 projets financés à hauteur de 8-10 millions d'euros, avec là aussi globalement les mêmes attendus que dans les 2 calls précédents et une liste en tout cas fournie notamment des pathogènes critiques traités dans le cadre de l'appel à projet. Nous avons également une ligne qui vise à notamment financer là aussi un essai clinique rigoureux pour proposer donc une intervention innovante en lien avec les maladies et les troubles neurodégénératifs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers des interventions qui soient davantage basées autour de la safety, de l'efficacité et en essayant de proposer une approche également complémentaire à l'intervention proposée en utilisant notamment des techniques ou les analyses liées à l'imagerie, au
ultrasons ou voir des signatures omiques, biochimiques, physiologiques ou moléculaires. Et notamment, les maladies neurodégénératives rares sont exclues de ce call. Donc là encore, je le redis, j'essaye de résumer vraiment les mots-clés de chaque appel, mais le plus important, c'est vraiment de prendre le temps de relire pour vérifier que votre projet rentre bien dans les attendus. Nous avons également donc, en 2027 un appel à projet qui est plutôt orienté sur le bioprinting of living cells for regenerative medicines. 4 projets financés à hauteur de 7 à 10 millions d'euros. Et là, il s'agit de développer, voire d'améliorer des équipements bioprinting déjà existants pour favoriser le scale-up de la techno de bioprinting et s'orienter vers un GMP Conform Compliance Manufacturing Process. Donc, possibilité de réaliser la conduite d'études et d'essais cliniques pour justement évaluer sa valeur ajoutée d'un point de vue clinique et s'orienter là aussi vers des First in Humans Studies. Quelques précisions sont apportées par rapport au domaine thérapeutique, mais la commission a décidé en tout cas que ça soit un call assez ouvert. Cette fois-ci, avec des deadlines un peu repoussées, donc à la mi-septembre, la commission prévoit de financer 4 projets en réponse à une ligne qui s'intéresse vraiment aux Virtual Human Twins comme outil d'aide à la décision clinique en matière de prévention et diagnostic, et en se basant sur différents cas d'usage. Il s'agira justement d'utiliser ces Virtual Human Twins via une approche multi-organe, multi-scale pour être en capacité justement de modéliser l'approche pathophysiologique autour de domaines spécifiques décrits dans le call. Et enfin, dans le cadre des appels cluster santé, on aura également une ligne en 2027 sur le Development of Cell-Free Protein Synthesis Platforms pour s'orienter vers la découverte et ou la production donc, de produits biologiques. Donc là, vraiment, c'est le volet Cell-Free Protein Synthesis qui prédomine en utilisant justement des techniques de biologie synthétique pour permettre et assurer le design de biomolécules nouvelles ayant certaines propriétés et ainsi optimiser l'usage en fait des Cell-Free Protein Synthesis Platforms. Donc 4 projets financés à hauteur de 6 à 8 millions d'euros sur cette ligne, dont la deadline, pour la plupart, sont fixés à la mi-février 27. La deadline a été avancée la semaine dernière pour la plupart des calls de ce type-là. Donc je le redis, pour les calls cluster santé, si une ligne vous a intéressé, elle ne va pas se reproduire dans les années à venir, contactez-nous et puis on en discute et ensuite on reparle de l'accompagnement possible. Dans le cadre du cluster santé, la commission a aussi établi un partenariat avec notamment des représentants, notamment pharmaceutiques, que ce soit le COCIR, MedTech Europe, Vaccine Europe ou Europa Bio et FPA, dans le cadre d'un partenariat qui s'appelle IHI, donc Innovative Health Initiative, et qui a 3 objectifs: transformer la recherche et l'innovation en matière de santé au bénéfice des patients et de la société, proposer, être en capacité de fournir des innovations de santé capables de couvrir l'ensemble des spectres du soin, notamment lorsqu'il y a un besoin en santé publique qui n'est pas encore pourvu. Et puis surtout rendre les industries européennes de la santé compétitives par rapport à notamment nos rivaux. Et donc, il y a plusieurs secteurs médicaux qui peuvent être concernés et rentrer en tout cas dans le scope des appels à IHI, notamment biotechnologie, les biopharma, les technomédicales. Donc, c'est important de jeter aussi un coup d'œil sur les appels de ce partenariat. Et notamment, cette année, le partenariat IHI prévoit donc de lancer 3 appels dans le cadre du call 13, dont celui-ci qui s'intéresse vraiment au lien en fait, de causalité entre les maladies chroniques inflammatoires et le vieillissement biologique, en proposant notamment des stratégies de repurposing, de développement de nouvelles thérapies pour les personnes âgées atteintes notamment de maladies chroniques inflammatoires, qui sont notamment listées, que ce soit les maladies gastro-intestinales, respiratoires et ou rhumatoïdes. Et donc la première deadline est fixée en octobre 2027. La précision sera apportée sur le jour sous peu. Et globalement, ces lignes-là, elles ont été élaborées avec un consortium pré-industriel défini qui a vraiment identifié des besoins spécifiques. Le call est ensuite ouvert à un consortium 100% académique composé donc d'hôpitaux, d'agences éventuellement réglementaires, d'associations de patients et puis de chercheurs surtout, qui vont ensuite donc déposer le projet
Et le consortium sélectionné donc, au moment de la première étape va devoir fusionner et proposer un projet avec le consortium d'industriels préétablis pour faire en sorte que ce projet soit financé. Et donc, ce qui fait qu'in fine, en bout de route, il n'y aura qu'un seul projet financé en réponse à chaque appel, donc en réponse à celui-ci. Enfin, si on avance un petit peu dans notamment la pipeline du volet recherche et innovation de la Commission européenne, le programme Horizon Europe finance aussi des appels dans le cadre donc, de l'European Innovation Council, donc le Conseil européen de l'innovation, qui vise vraiment à soutenir des projets particulièrement radicaux à haut risque et in fine qui permettront demain de créer des nouveaux marchés. Donc l'idée vraiment, c'est de soutenir des projets qui permettront de dérisquer pour attirer des investisseurs privés et puis soutenir de nouveaux innovateurs. Donc l'EIC couvre l'intégralité de la chaîne de l'innovation et notamment, pour ce qui vous intéresse, ça va être plutôt du côté de l'EIC Pathfinder que les opportunités pourraient être intéressantes puisque l'idée vraiment avec l'EIC Pathfinder, c'est de soutenir, financer donc, des projets TRL 1 à 3 des projets notamment de recherche exploratoire d'excellence, donc en lien avec notamment le volet un peu techno-deep tech, mais vraiment proposer un projet qui soit à la fois disruptif, ayant un fort risque et un fort potentiel. Et quand même, on est souvent sur des projets qui visent en tout cas à apporter une preuve de concept, de principe et une validation notamment de la base scientifique en labo. Donc, in fine, ça permettra donc de détecter, de développer des innovations techno qui soient radicales et créatrices de marché en pouvant ensuite être financées par l'EIC Transition ou Accélérateur si on revient sur la chaîne en tout cas de l'innovation de l'EIC. Et je voulais notamment attirer votre attention sur les prochaines appels EIC Pathfinder Challenge qui sont là aussi, donc, dans le cadre de l'EIC Pathfinder, il peut y avoir des appels blancs ouverts à toute thématique scientifique et technologique. Les deadlines sont souvent en mai de chaque année, donc là on a passé l'appel de 2026, mais la prochaine deadline est à la fin octobre donc 2026 et justement s'intéresse à l'EIC Pathfinder Challenge. Donc là, vous retrouverez les conditions en tout cas d'éligibilité et puis surtout le volume budgétaire, donc 96 millions d'euros avec une deadline donc fin octobre pour des projets qui environ sont établis autour de 4 millions d'euros, uniquement un dossier écrit de 30 pages. Et quel est le challenge? Eh bien, vous le voyez à l'écran, on est vraiment en lien avec c'est Biotechnology for Healthy Aging. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier des biomarqueurs ou une validation en tout cas de preuves de concept sur des modèles précliniques ayant été appropriés ou des interventions biopharma pour prévenir ou renverser donc, des caractéristiques liées notamment au vieillissement et possibilité donc, de couvrir un des 3 objectifs suivants, que ça soit notamment un innovative, preventive or therapeutic biotechnology based or pharmaceutical intervention prevents, relays or reverts the onset of a specific age-related disease. Ça peut être également un biomarker-based tool to enable the responsible deployment of aging-related intervention ou alors même proposer un AM, donc au niveau des New Approach Methodologies that goes beyond the current state of the art to enable the future development of interventions for a healthy aging. Donc là, c'est vraiment 8 projets qui seront retenus en réponse à cette ligne, donc très tournée, biomarqueurs en lien notamment avec des caractéristiques liées au vieillissement. Donc, si cette ligne vous intéresse, deadline fin octobre. Et si vous voulez être coordinateur, là aussi, vous pouvez donc bénéficier de l'accompagnement en lien avec ABGI ou avec Interm Transfer si vous êtes équipe INSERM. Donc là, j'ai rapporté des petites précisions sur les expected outcomes et puis les objectifs. Vous aurez aussi accès au guide du challenge de façon plus spécifique. Et si, donc, au-delà de ce panorama des financements existants, vous n'avez pas forcément trouvé votre bonheur, ou vous n'êtes pas forcément prêt, ou que ce n'est pas le bon timing, sachez qu'il existe aussi d'autres opportunités d'être impliqué, notamment à l'échelle européenne, que vous pouvez proposer notamment votre expertise pour évaluer des projets européens, que ce soit notamment des ERC ou d'autres types de projets, en vous inscrivant sur la base de données de la Commission européenne. Et c'est aussi un bon moyen finalement de vous familiariser avec ces instruments, de participer à l'évaluation concrète de projets. Plusieurs organismes de recherche, dont le CEA, dont l'INSERM,
et le CNRS sont aussi actifs à Bruxelles en travaillant donc, au sein de la Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie. Et vous pouvez organiser des meetings, des réunions dans ce cadre-là. Et on vous invite aussi à consulter notamment la plateforme Cordis de la Commission européenne, qui est un annuaire qui recense tous les projets que la Commission a pu financer année en année en lien avec votre thématique, ce qui vous permet un petit peu aussi de vous positionner par rapport à l'état de l'art, avoir une idée de partenaires européens avec lesquels travailler. Donc, c'est vraiment des outils très précieux qui peuvent être intéressants ou vous proposer en tant que groupe d'experts dans des instances européennes. Et puis juste côté interne INSERM, on a aussi des livrets en fait qui recensent tous nos projets lauréats. Donc si vous voulez en recevoir un, écrivez-nous et puis on vous le transmettra avec plaisir. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis je me tiens à disposition s'il y a des questions là pendant le webinaire ou juste après, avec plaisir pour échanger avec chacun d'entre vous et en savoir plus sur vos projets. Je quitte le partage. Merci à toi, Aude. Et du coup, je passe la main à Mirelle. Merci. Merci beaucoup, Séverina. Et merci beaucoup, Aude. C'était déjà très clair. Donc, avant que je rentre dans le détail sur un montage de projet un peu classique et un exemple, notamment sur une des appels que tu as présenté, Aude, je passe la parole d'abord à notre directeur aide et subventions, Olivier de Bardonnèche, pour vous présenter d'abord un peu qui est ABJ, pourquoi on est là et comment on peut vous aider. Donc, Olivier. Merci, bonjour à tous, merci Mirelle. Et bravo Aude pour cette présentation très claire, très complète et efficace. Et donc, je veux vous présenter qui est ABJ. Donc, c'est une société de conseil qui couvre voilà, ce qu'on appelle le domaine de transformation de nos clients. Et on a une clientèle qui est à la fois publique et privée. Et on intervient sur 4 expertises qui sont listées ici. L'innovation, c'est ce qui nous concerne avec l'accompagnement du PEPR, en particulier le financement de l'innovation, mais on va pouvoir travailler sur des stratégies d'innovation de nos clients, la partie financement, et on peut faire de la délégation du recrutement sur des profils donc R&D, innovation. Et on a des partenariats avec des cabinets de pays pour travailler sur la protection des inventions et les problématiques de propriété intellectuelle. On a une activité également sur les opérations, la performance, donc tout ce qui est accompagnement des services achats. Je passe rapidement parce que je pense que ce n'est pas le cœur du sujet. Technologie, c'est un accompagnement sur le recrutement de profils en technologie, en particulier sur les profils IT. Et enfin, la dernière practice sur l'ESG, la sustainability, où on accompagne les entreprises dans leur stratégie ESG et le reporting CSRD. Donc, le focus va être plus sur la partie innovation et financement de l'innovation, où là, on accompagne vraiment sur tout le cycle de vie de l'innovation, de la stratégie d'innovation de nos clients. Le financement, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui par donc, la fiscalité de la recherche pour la partie privée, mais également sur la réponse aux appels à projets, qu'ils soient nationaux ou régionaux ou européens, et sur l'exécution où on va pouvoir aider à l'implémentation des projets et, comme je l'ai dit également, aider au recrutement de profils spécifiques. Et vous voyez sur la droite un peu notre implantation. Donc, la BGI est une structure internationale, on est à peu près 600 dans le monde, avec une répartition 300, si j'arrondis 300 en France et 300 à l'étranger, répartis sur les bases que vous voyez là, donc France, Allemagne, Pologne, UK, Irlande, Canada, États-Unis et Brésil. Avec une majorité donc, de staff, de consultants qui ont des profils scientifiques. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail de notre activité sur l'accompagnement des réponses aux appels à projets, ce qui nous concerne avec le PEPR. Donc là aussi, on couvre vraiment tout le cycle de vie d'un projet, vraiment de l'analyse des opportunités de financement en lien avec les projets qu'on va pouvoir analyser également. Et une fois qu'on a le matching entre l'appel à projet et le projet, on va pouvoir intervenir sur la construction et donc l'accompagnement sur la préparation des propositions en réponse aux appels à projet. Et dans cette partie-là, on va vraiment pouvoir intervenir
sur la recherche de partenaires lorsque le consortium n'est pas complet. Dans l'accompagnement PEPR, ça pourrait être quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi si des partenaires complémentaires sont nécessaires pour compléter le consortium, pour répondre parfaitement à tous les détails de l'appel à projet qui sera visé. On va intervenir dans la rédaction des différentes parties de la proposition. Donc, on est plutôt sur une co-rédaction des parties techniques. On a besoin d'input de la part des partenaires et du coordinateur, mais on va pouvoir proposer des parties pré-rédigées qui vont ensuite entrer en itération avec les partenaires pour les compléter et arriver à des versions finales. Et par contre, sur les parties non techniques, typiquement tout ce qui est administratif, gestion de projet, impact projet, qui est une partie très importante dans les dossiers Horizon Europe, là, on va pouvoir être vraiment les responsables de ces parties intégralement, toujours évidemment en sollicitant les partenaires pour obtenir de l'information, mais on va vraiment pouvoir rédiger de A à Z ces parties non techniques. On s'occupe de toute la partie administrative, donc en récoltant les pièces administratives nécessaires pour ces différents appels à projets, en lien avec les différents services ad hoc de chaque partenaire, et on gère les portails de soumission, enfin les outils de soumission de la commission, pour s'assurer à l'avance que toutes les données administratives nécessaires à la réponse sont bien saisies et bien remplies sur les plateformes, et pour que on puisse travailler sur la partie technique jusqu'au dernier moment et qu'on n'ait plus qu'à uploader la dernière version de la partie technique avant la soumission. Lorsqu'il y a des coachings, lorsqu'il y a des sélections qui passent par une phase d'oral, ce qui peut arriver, donc là on fait également les coachings oraux et l'aide à la préparation des supports, et on met en place des oraux blancs pour bien se préparer à l'exercice. Et enfin, une fois que le projet est accepté et que vous rentrez en négociation avec la commission, on peut assurer ces phases-là d'aide à la négociation et de préparation des accords de consortium, mais ça, ce sera hors scope de l'accompagnement PEPR. Donc, quelques chiffres à droite, peut-être avant de passer à ça, sur le volume que ça représente. Donc, on monte à peu près 300 projets par an, tout taille confondu, du projet régional jusqu'au gros projet européen, ce qui nous permet de sécuriser à peu près 30 millions d'euros par mois d'aide pour nos clients. Et on est en lien avec notre écosystème et les grands financeurs BPI, ADEME et la Commission européenne. On réalise des évaluations pour ces financeurs. On a par exemple en charge l'évaluation de programme iLab pour BPI France. Et on fait la même chose pour certains programmes ADEME. Et on fait également des évaluations. Enfin, ce sont nos consultants qui sont experts. Certains sont experts évaluateurs pour le compte de la Commission. Donc, ils sont habitués à cet exercice et connaissent de l'intérieur le fonctionnement des évaluations européennes. Et donc, pour le PEPR, là, c'est quelques extraits des données qu'on avait mis dans notre proposition. L'équipe de directeurs de mission qui accompagnera les porteurs de projets et les consortiums associés lors de cette mission est composée de 10 consultants vraiment seniors qui vont être les leaders des équipes qui vont vous accompagner. On est essentiellement sur les consultants seniors, mais qui ont pour la plupart docteurs, et dont la moitié ont des doctorats en santé, et qui ont tous une grosse expérience de montage de projets européens, sont capables de s'adapter aux thématiques variées qui pourront être en jeu avec vos projets. Et on propose un organigramme par accompagnement, par montage, donc qui est présenté ici, avec le consultant senior qui est le leader et qui est votre interlocuteur privilégié, qui va vraiment être l'interlocuteur technique et qui va s'assurer que les autres membres de l'équipe réalisent le travail. Il va être associé à un autre consultant sur la gauche, senior ou confirmé, pour l'aider dans cette tâche de rédaction et d'animation du consortium. Et associé également à un responsable administratif qui s'occupe, comme je disais avant, de la partie A, c'est-à-dire toutes les parties administratives du montage et de la gestion des outils de soumission. Une fois qu'on arrive à une version
suffisamment complète de la proposition, faire intervenir un chargé de communication qui, lui, va relire la proposition et s'intéresser plus au style et à la forme, de manière à réaliser un document vraiment très marketé, très propre, en travaillant sur les figures, en proposant un logo projet pour personnaliser un petit peu le document et vraiment aboutir à quelque chose de très, très marketé, très percutant à la fin, en travaillant sur tous les aspects de style et de format de la proposition. Et enfin, un dernier consultant qui n'intervient pas dans les phases de rédaction, mais qui va faire des relectures de vos projets pour apporter un œil neuf une fois qu'on a une première version complète, généralement à mi-parcours de l'accompagnement, pour challenger la proposition voilà, et apporter des recommandations sur les améliorations possibles et vraiment apporter cette vision neuve sur le projet. Donc voilà l'équipe type par lesquelles vous serez accompagné. Et après, si on est sur des très gros projets, ça peut arriver d'avoir des consortiums très larges. À ce moment-là, on peut faire intervenir des consultants supplémentaires. On a une quarantaine de consultants sur cette activité-là. Donc on a de réserve, je dirais, pour ces accompagnements-là. Sur la droite, quelques KPI à BGI sur Horizon Europe. Donc, on fait des projets européens depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans. Et donc, on accompagne également sur Horizon Europe, voilà, avec plus de 85 projets montés et un taux de succès de 40% à date. Un peu plus de taux de succès lorsqu'on travaille avec le CEA, puisqu'on a un accord cadre avec le CEA, toutes thématiques confondues depuis très longtemps, et où là, on monte à des taux de succès qui sont supérieurs à 50%. Et du coup, voilà, sur la méthodologie qu'on va mettre en place sur l'accompagnement au montage. Donc, on va évidemment fournir tous les documents modèles, les templates qui seront adaptés au type d'appel à projet qui sera visé. On va mettre en place un SharePoint, enfin, une plateforme de travail collaboratif qui est un SharePoint pour l'ensemble du consortium, de manière à pouvoir faire de la rédaction collaborative et mettre en place les itérations sur les rédactions qu'on va initier, et puis échanger donc, tous les documents administratifs nécessaires, etc. Sachant que notre SharePoint est sécurisé avec un stockage des données uniquement en Europe, donc avec un degré de sécurité sur des données qui est le plus haut pour SharePoint. On met en place un rétro-planning qui définit toutes les actions de chaque partie prenante du montage, donc côté ABJ, côté coordinateur, côté partenaire, et on va définir des deadlines par section de la proposition de projet. Et charge à ABGI donc d'animer ce rétro-planning, généralement par la mise en place de weekly, de réunions hebdomadaires avec l'ensemble du consortium pour suivre les progrès réalisés sur les différentes sections, soit techniques ou administratives, et donc d'avancer comme ça dans les phases de montage jusqu'à, voilà, ce que je disais tout à l'heure, une revue mi-parcours par un reviewer externe, donc un autre consultant, puis une seconde revue plus proche de la deadline finale avant la finalisation du dossier par notre chargé de com et sa soumission. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. On sera ouvert aux questions de toute manière par la suite. Je laisse la parole à Mireille pour un peu plus de détails sur l'accompagnement. Merci Olivier. Du coup, là, on était un peu plus dans la généralité, comment on accompagne d'habitude. Et avant, vous avez vu la prestation de Aude qui montre différents appels à projets. Pour revenir un peu à la base, pour être sûr que tout le monde a la compréhension de la structuration de ce programme Horizon Europe, ce qu'il a dedans et comment on monte réellement un projet. Je vous présente d'abord le framework programme de Horizon Europe. Donc, il y a 3 piliers, plus la partie widening. Donc, les appels à projets
projets que Aude a présentés, ils sont notamment dans le pilier 2 pour tout ce qui est cluster 1 santé et dans le pilier 1 pour le ERC et pour la MSCA. Et le EIC, il se retrouve par contre dans le pilier 3. Donc en fait, vous voyez aussi, soit quand c'est individuel, c'est plutôt pilier 3, quand c'est collaboratif, pilier 2, et pilier 1, c'est un peu un mélange de tout ça, mais avec un focus sur l'excellence scientifique. Dans le programme Horizon Europe, il y a différents sous-programmes, dont l'IHI que Aude a présenté, mais aussi le EDCTP3 et le THCS et deux autres programmes qui permettront de financer le projet. Donc, les autres programmes aujourd'hui, ils sont hors scope, mais comme vous voyez, il y a de grands budgets disponibles jusqu'à 2027 encore, et bien évidemment, le programme pour après 2027 est déjà en cours de structuration. Donc, dans ce type de projet, notamment dans le cluster 1 santé, on trouve différentes maturités sur le projet. Donc, soit on est plutôt sur un projet de recherche et innovation qui sont à un TRL, donc Technological Readiness Level, de 1 à 6 en fonction de l'appel à projet, où le financement, il est 100% pour tout le monde sur ces appels à projets. Il y a au moins 3 membres de l'Union européenne qui doivent être représentés dans ce consortium, qui doivent être indépendants l'une à l'autre. Donc, le type d'activité dans ce type de projet, c'est vraiment R&D basique, la démonstration et bien évidemment la communication sur le projet. L'Europe va mettre aujourd'hui de plus en plus de focus sur la bonne communication et exploitation de nos résultats. Ce sera un propal qui aura 45 pages. Et ensuite, on va dire l'étape d'après, en général, c'est les Innovation Action, où là, il y a toujours 100% de financement pour le partenaire académique. Par contre, pour les entreprises, on se retrouve plutôt à 60 ou 70%, surtout pour les entreprises qui sont for profit. On a toujours le même demande au niveau du consortium, que ce sera au moins 3 partenaires de 3 pays différents et chacun indépendant l'un à l'autre. Et on est sur des TRL un peu plus élevés. En général, on voit que le début du projet, on doit être à TRL 5 et on peut aller jusqu'à TRL 8 de financement pour se rapprocher de mise sur le marché. Donc, on reste quand même sur des R&D, des démonstrations et communication, mais avec un focus sur le business plan. Et c'est pour cela qu'on rajoute nombre de pages. Donc, on peut aller jusqu'à 70 pages pour certains appels à projets. En parallèle de ce projet de recherche, il y a aussi de projets qui sont plutôt Coordination and Support Action. Donc là, on est plus sur de stratégies européennes, partage de connaissances, d'impact du domaine. Et ça peut être en santé ou des autres sujets dans lesquels on a besoin des inputs du monde en santé. Et là, c'est à nouveau 100% de financement pour tout le monde. Par contre, c'est un propal un peu plus court, c'est que 30 pages parce qu'on ne va pas parler du technique, on va vraiment parler des approches pour mettre en place de nouveaux procédures, de nouveaux systèmes et des partages de connaissances. Quand on regarde un peu la maturité de projet et du coup pour reprendre le projet que Aude a déjà présenté, on voit que le EIC Pathfinder elle est plutôt sur le bas TRL, donc la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée, mais vraiment le début de recherche appliquée. Ensuite, on a le EIC Transition où on est plutôt sur le rapprochement vers le marché, mais avec un plan d'action et pas encore le mise sur le marché actuel. Ensuite, il y a le EIC Accélérateur qui est plutôt pour de PME, donc on n'en parle pas aujourd'hui. Et Horizon Europe et IHI, ils sont sur tout le TRL confondu en fonction de l'appel à projet. Et le ERC, souvent, on est plus sur la recherche fondamentale parce que c'est plutôt la création d'une équipe qui va travailler sur un nouveau sujet. Pendant que la Marie Curie, on attend quand même déjà qu'il y ait de premiers résultats pour aller plus loin, pour proposer un projet de recherche qui a du sens et qui peut amener des résultats pour être mis sur le marché par une des autres appels à projets. Donc là, vous voyez plein d'autres appels à projets. Je tiens à mettre une petite note sur le EIT Health, où là, on est vraiment proche du marché. Mais encore une fois, pour vous, le projet le plus adapté, ils seront en Horizon Europe, IHI, EIC Pathfinder et EIC Transition. Donc, le point d'alerte que Aude a déjà donné, mais que j'aimerais répéter, c'est surtout sur la Marie Curie. Attention, ce n'est pas que la science excellente qui compte, c'est vraiment la formation, la mise en place d'un programme de formation, un alignement entre partenaires européens pour cette formation et pour la création de nouvelles communautés de chercheurs qui savent mieux partager les connaissances, mieux former les générations d'après et mieux communiquer.
Et dans tous les cas, en Horizon Europe, la communication est clé dans le projet. Donc, il y a différentes façons de décider sur quel appel à projet on va candidater. Donc, le plus simple, ce sera le top-down. Donc, on va sur la plateforme Funding and Tenders. Donc, c'est la plateforme sur laquelle on trouve tous les appels à projets. On tape le mot-clé qu'on a pour notre projet et on trouve un appel à projet qui correspond. À la fin de cette présentation, je vous ferai un petit exemple sur un des appels à projets que Aude a présenté pour que vous voyez à quoi ça ressemble et comment on analyse un appel à projet pour être sûr qu'on est éligible et qu'est-ce qu'on fait avec les informations qui sont dans le call. Ensuite, quand on a choisi l'appel à projet auquel on veut candidater, il y a le partie A avec toutes les informations administratives, le résumé de mots-clés, la durée du projet, la description des partenaires et un questionnaire éthique à remplir. Attention, les questionnaires éthiques, ça va assez loin. Surtout en santé, il faut bien décrire toutes les lois qu'on suit. Donc, s'il y a plusieurs pays impliqués, il faut aussi penser à toutes les lois nationales, tout le comité d'éthique qu'on doit passer, toutes les procédures qui sont en place. Donc, ce n'est pas à ignorer. Souvent, on dit, OK, la partie administration, on fera au plus tard. Et c'est pour ça que dans notre équipe, on a un consultant administration qui peut mettre alerte. Attention, on n'a pas encore des informations de votre part sur la partie éthique. Est-ce que vous n'avez pas un expert éthique dans votre entité pour nous donner des informations sur le processus qui sont en place chez vous? Et ensuite, il y a la partie Propal en lui-même qui existe de 3 parties, une partie excellence, une partie impact et une partie implémentation. Donc, je reviens là-dessus à un instant. L'ensemble de ce document doit être mis sur le portail de Funding and Tenders et c'est là, du coup, où nous, on peut vous accompagner et être responsable complètement pour ce parti-là, qu'on remplit le formulaire comme il faut, on revient faire les différents partenaires. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous allez vous en sortir. Ça va être facile à soumettre un projet. Juste pour comprendre un peu comment ça fonctionne. En général, on a l'ouverture de l'appel à projet grâce à une lettre de la Commission européenne ou une annonce officielle qui dit aujourd'hui les appels à projet sur telle thématique qui sont ouverts. Des fois, il y a des adaptations. Il y a le Work Programme dans sa totalité qui est ouvert. Côté NSERM, côté ABJ aussi, on reçoit souvent des drafts avant la publication officielle qui nous permettra de vous communiquer sur quelle thématique il y aura des appels à projets dans l'année ou dans les 2 années à venir. Et ensuite, on a une phase pour préparer les appels à projets, de soumettre le dossier. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que le dossier est soumis, il y a l'analyse, l'évaluation par des évaluateurs experts comme moi-même ou des autres experts que vous pouvez être aussi, comme Aude l'a indiqué. Et une fois que le projet a été évalué, vous aurez la phase de négociation sur le partie Grant Agreement. Et en amont de cette phase, si vous êtes vraiment convaincu que votre propal va passer, et nous, côté ABJ, on peut vous aider aussi à estimer les chances de succès que vous auriez, à préparer le Consortium Agreement pour être sûr que tout le monde est bien au courant quel est son rôle dans le projet, qu'est-ce qui fait quoi, quel IP on doit mettre déjà en foreground et légal en background pour être prêt pour le moment de négociation avec la Commission européenne. Ce ne seront pas des énormes négociations de budget, hein, c'est plutôt pour confirmer est-ce que c'est toujours le même projet, le même livrable, le même jalon qui sont en tête, toujours tout le monde dans le consortium, etc. Ça prendra quelques mois pour arriver au Grant Agreement et le début du projet. Donc, une fois que vous avez soumis votre projet, en général, votre projet ne commencera pas jusqu'à 8 mois après. Donc, il faut bien garder en tête quand vous voulez monter un projet que le financement, il ne tombera pas tout de suite. Il tombera plutôt jusqu'à 1 an après. Et le début de votre projet sera donc bien loin dans la future. Donc ça, c'est une timeline à garder en tête. Et bien évidemment, nous, on vous rappellera aussi le procédure et que les coûts qui sont éligibles sont seulement à partir du moment que vous avez signé le Grant Agreement. Donc, le 8 mois au mieux. Donc, qu'est-ce que c'est en fait un projet européen? On pense souvent savoir, OK, un projet, je vais faire de la recherche et mes objectifs et c'est tout. Mais au niveau de l'Europe, il y a des attentes un peu plus complémentaires que juste faire un projet de recherche, juste faire un projet doctoral. Sauf qu'en effet, dans le Marie Curie, on reste très focus sur le projet doctoral ou postdoctoral. Donc, le projet, il existe une équipe qui va ensemble finir des tâches dans une période définie avec un budget défini
pour réaliser des objectifs qui correspondent à un problème ou un challenge qui aura un grand impact, pas que sur l'entité, mais surtout sur son pays et l'Europe dans son ensemble. Donc, l'équipe, ça peut quand même être une équipe en interne, donc dans le projet monobénéficiaire ou individuel, ou un vrai consortium dans le projet collaboratif et qui peut inclure aussi des sous-traitants, de parties tierces, etc. Pour accomplir un nombre de tâches dans une durée définie, on parle souvent d'un work plan avec de lot de travail, un Gantt chart pour indiquer la durée de chaque tâche et de chaque lot, un PERT diagramme qui montre l'interaction entre les différents lots de travail et des actions d'implémentation. Pour la partie budgétaire, il faut bien spécifier pour chaque tâche et chaque lot de travail quel type de coûts seront inclus, de coûts personnels, de sous-traitance, des équipements, de consumables, etc., etc. Et ensuite, pour être convaincant pour la Commission européenne, il faut parler des objectifs du projet. Donc, quel est le contexte? Quels sont les challenges? Pourquoi c'est important de faire votre projet? Et quel est le but final de votre projet? Et bien évidemment, si votre projet réussit, quel sera son impact? Donc, la création des emplois, des impacts environnementaux, des impacts économiques, technologiques, sociétal, au niveau national, au niveau de souveraineté européenne, etc., etc. Et du coup, sur la partie technique, on attend surtout de vous, comme coordinateur et vos partenaires, de donner les informations de sur quoi vous voulez travailler. Et côté ABJ, on vous aidera à identifier quel sera donc le meilleur objectif à mettre en place en face de votre travail technique et quel est l'impact de votre projet. Donc, on vous aide vraiment à analyser l'impact de votre projet. Et du coup, pour définir un projet clair, on part du state of the art, donc l'état de l'art. Quelles sont les connaissances existantes? Est-ce que c'est réaliste, en fait, ce que vous voulez mettre en place dans le temps et dans le budget qui est disponible pour l'appel à projet? Et du coup, où est-ce que vous arrivez? Avec quels potentiels obstacles, quels risques? Qu'est-ce qu'il est nouveau? Parce qu'un projet européen, il est toujours concentré sur l'innovation de ce projet. Et quel est son impact final et comment on va disséminer et exploiter et communiquer les résultats. Donc, un projet type pour Horizon Europe, c'est entre 5 et 10 partenaires avec un mix entre de PME, de grands groupes, d'RTO, des universités ou même de pôles de compétitivité. Souvent dure 3 à 4 ans avec un budget entre 4 et 10 millions pour l'ensemble du consortium en fonction de l'appel à projet et 100% de financement dans la plupart des cas. Comme je disais avant, quand c'est un projet qui est plus avancé au niveau de TRL, le partenaire privé, ils sont 60 ou 70% de financement. Le TRL est entre 3 et 7 en fonction de l'appel à projet. Et on attend souvent un support par un advisory board. Donc, ce sont des membres qui ne sont pas bénéficiaires, donc qui n'auront pas de budget pour faire le projet, mais qui vous guideront sur le bon chemin à prendre, qui vous alerteront s'il y a des changements dans le domaine. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé par la Commission européenne quand même. Au niveau du consortium, il y a une attente sur l'interdisciplinarité de membres de consortium, donc au niveau technique, mais aussi au niveau de sciences sociales et humaines, et qu'idéalement, ça représente quasiment toute la chaîne de valeur. Donc, on a déjà imaginé les end users pour valider ce que vous allez développer dans votre projet. Pour faciliter la partie destination communication, c'est souvent conseillé d'avoir des experts dans ce domaine-là également. Donc, ça peut être un cabinet de conseil comme le nôtre, ou ça pourrait être des cellules Europe, comme INSERM Transfer, ou des autres entités qui sont déjà l'habitude de faire de destination et communication scientifique et non scientifique. Et bien évidemment, l'équipe doit être internationale et si possible, présenter pas seulement des seniors, mais aussi des juniors et un équilibre entre des hommes et des femmes dans l'équipe. Le but final de chaque projet européen, c'est d'avoir la souveraineté européenne et identifier déjà des business cases sur le long terme, même si on est sur un projet de recherche fondamentale. Donc, comment on fait en sorte qu'on a le meilleur consortium possible? Bien évidemment, il faut commencer souvent avec les collaborations existantes que vous avez déjà en place au niveau de la science, les équipes de recherche, etc. Mais il y a plein d'outils pour vous aider à trouver des partenaires, donc par la Commission européenne, par Euraxis, par le point de contact, par de précédents projets qui sont déjà été lauréats,
par l'appel à projet lui-même en cliquant sur Partner Search et aussi par le Europe Enterprise Network. Donc, vous avez beaucoup d'opportunités de trouver des partenaires. Et en plus, du coup, ABJ peut vous aider à trouver un bon partenaire pour votre projet grâce à notre réseau aussi. Pour le Propal, c'est important de garder un lien entre les différents chapitres. Donc, on a les objectifs qui doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps, qui doivent être liés aux résultats attendus, mais aussi liés au impact sur le court terme, le moyen terme et le long terme, qui peuvent être scientifiques, technologiques, business, socio-économiques ou environnemental. Expliquer d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important, qui sont les key experts qu'on doit mentionner, est-ce qu'il y aura des barrières pour réussir le projet et est-ce qu'on a besoin d'autres financements ou est-ce qu'on a déjà en tête une suite pour ce projet européen. Ensuite, pour renforcer le proposal, bien évidemment, nous, on vous aide sur la partie impact et les sections non techniques, mais on va aussi utiliser des autres outils comme Google, Statista, Eurostat ou de documentation mise à disposition, soit par la commission, soit par des associations d'industrie, pour mieux comprendre quelles sont les attentes dans le domaine et s'aligner avec toutes ces attentes-là. Donc, pour être très bref, en résumé, Horizon Europe, c'est très large. Il y a beaucoup d'opportunités et ça couvre quasiment toutes les appels à projets possibles au niveau de bas TRL, donc les RIA, de haut TRL, les IA, ou plutôt partage de connaissances, le CSA. Tout type d'entité peut candidater, donc ça peut être un PME, les universités, les RTO, le grand groupe et le pôle de compétitivité, avec quand même un focus par entité sur certains appels à projets ou certains rôles dans le projet. Et pour chaque appel à projet, il y a des particularités auxquelles il faut se concentrer. Donc, il y aura de résultats attendus, un budget spécifique, un niveau de TRL spécifique, un format de propal, une durée, des critères de sélection. Et du coup, nous, on vous aide à mieux comprendre comment ça se passe et qu'est-ce qu'il est réellement attendu. Donc, Grantwriting et Practice. Je vais vous partager une des appels à projets et ensuite, on aura surtout le temps pour des questions et réponses. Donc, quand vous arrivez sur Funding and Tenders, vous allez voir l'appel à projet, par exemple celui-là sur Horizon Health, dans lequel on voit quel type d'action, donc Research Innovation, 100% financement, Action Grant Budget Based, donc ça veut dire c'est vraiment c'est sur la base de ce qui est fait dans le projet. Une autre option, c'est qu'ici, il y a écrit lump sum. Dans ce cas-là, ça veut dire que le financement tombe si le travail est fini et il y a moins de justification à fournir. C'est hors scope aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus d'informations, bien évidemment, on peut expliquer plus tard. Ensuite, il y a un parti Topic Description sur lequel on va voir quels sont les résultats attendus. Et dans la partie scope, mais quel est le contexte? Pourquoi ils ont créé cet appel à projet? Donc vous, quand vous avez un projet en tête, mais allez vérifier si les résultats attendus sont faisables avec votre projet. Le contexte, est-ce qu'il correspond un peu à votre raisonnement derrière votre projet? Et est-ce que vous avez des activités en tête qui sont mentionnées dans le scope aussi? Et sinon, est-ce qu'il manque encore certaines expertises pour pouvoir compléter votre consortium? Et en effet, de la commission, on met souvent des références vers des autres documents, des autres écosystèmes. Et du coup, il faut toujours vérifier que vous êtes bien aligné avec les objectifs de ces différents écosystèmes. Ensuite, il y a un parti Topic Destination. Donc là, on va plutôt parler des impacts attendus sur votre projet. Donc aujourd'hui, on est beaucoup sur la digitalisation, même en santé, et aussi sur les impacts environnementaux. Et en fait, ici, vous allez voir, il y a plusieurs références aussi. Donc, je ne vais pas vous lire la texte. Souvent, on voit celle-là, Expected Impacts, avec une liste des Expected Impacts. Votre Propal, s'il ne répond pas à ces bullet points-là, on est sûr qu'un évaluateur, il va dire, OK, non, ce projet, il ne passera pas. Donc, il faut bien faire attention de bien lire les attentes des appels à projets. Et c'est pour ça qu'ABJ est là aussi, de vous rappeler à chaque étape de rédaction. Attention, on ne répond pas encore à ce point-là. Qui est-ce que pourrait y répondre? Quelle activité pourra y répondre? Et comment on va faire en sorte que tous les points sont couverts?
et du coup bien vérifier les références. On aura le document sur la plateforme où il y a aussi une explication sur le pays éligible, sur les conditions d'admissibilité, l'éligibilité en général, des annexes financières s'il y en a plus spécifiques, les critères de sélection une fois que l'évaluation est mise en place et des éventuelles autres conditions, plus de documents standards, de templates. Et nous, on vérifie toujours si est mis à jour parce que la commission elle met à jour deux fois certains détails dans le template. Donc, il faudra bien vérifier qu'on mette les informations qui sont attendues au moment précis. Vous voyez, celle-là, il est déjà assez complète. Ensuite, il y a aussi l'indication de budget pour la totalité de l'appel avec le nombre de projets qui vont être financés. Donc, ça nous permettra d'analyser les chances de succès. Si on voit à la fermeture que il y a 300 projets qui ont été soumis et on sait qu'il y en a 4 qui vont être financés, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas financé, ce n'est pas parce que votre projet ne valait pas le coup, c'était juste qu'il y avait tellement de monde que d'arriver au seuil, c'était vraiment compliqué. Et ça permettra aussi d'aller plus loin après, parce qu'on a déjà rédigé un projet et qui pourra être réutilisé une année après. Parce qu'en Horizon Europe, il n'y a pas de limite que si vous n'êtes pas retenu la première année, vous ne pouvez pas. C'est que sur la Marie Curie et sur le EIC qui sont mis de limites parce qu'il y a trop de soumissions. Ensuite, vous pouvez mettre une annonce de recherche de partenaires ou regarder qui a mis une annonce qui voudrait être impliqué dans le projet. Il y a de Q&A et il y a des documents sur la plateforme, etc. Et bien évidemment, les différents contacts que je vous avais mentionnés avant. Donc ça, c'est vraiment en pratique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense